Et cela nous amène à la conscience de soi, ça veut dire l'apparition d'êtres sentients, donc qui ont un sens à la première personne. J'existe en tant que tel, en tant que donc séparé des autres. Il y en a d'autres, là ça nous amène dans le tu, donc j'existe le je, il y a les autres, de ma propre espèce ou d'ailleurs, le tu, et il y a une réalité, un ça, un it en anglais, une troisième personne du monde dans laquelle j'existe, et le tout dans une temporalité. Et suivant le degré d'évolution de ces espèces et de ces individus dans cette noosphère, on va voir que le degré d'individu se trouve beaucoup plus sur, bien sûr, la complexité des systèmes sociaux, la complexité des récits et la façon d'investir le temps. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un nouveau rendez-vous avec Jean-François Noubel, explorateur joyeux des confins de notre conscience. Si tu le souhaites, tu peux regarder notre premier échange en cliquant sur la petite vignette qui se mettra juste en haut. Et puis bah voilà, bonjour Jean-François, et merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Bonjour Mathieu, et puis un vrai plaisir de te retrouver. Bah, c'est un plaisir vraiment partagé et bah voilà, on est parti pour encore plusieurs échanges après celui-ci et je me réjouis. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie d'axer ça un petit peu sur les cartes de la conscience qui sont une de tes spécificités, un de tes domaines de prédilection. Mais avant tout, j'aimerais faire un petit détour pour présenter Gaëtan qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif comme à son habitude. Et donc, à tout à l'heure Gaëtan et merci d'être là. Je vais commencer par ma petite question rituelle, Jean-François, la même que la dernière fois, mais comme à chaque moment, il y a son ressenti, je vais te la reposer. Si tu poses ton attention sur ta sensibilité, qu'est-ce qu'elle te dit là tout de suite? Eh ben, elle me dit, ouais, la joie de retrouver notre espace de partage, de co-créer quelque chose ensemble, vraiment, ça me met en joie, raison pour laquelle je t'ai dit oui, ne posons pas de limites, on verra où ça nous mène, et voilà, créons ce que nous avons envie de créer. Donc vraiment dans cet espace-là. Et je vais te poser exactement la même question. Et bah du coup, je te dirais la gourmandise que je ressens à l'idée de déjà avoir échangé, d'avoir cette envie de poursuivre et d'être en même temps en train de vivre le moment où ça se poursuit déjà. Donc je suis sur plusieurs temporalités à la fois avec toute l'intensité que ça revêt pour moi quand c'est cohérent comme ça et puis qu'il y a une vraie joie en fait sur toutes ces temporalités en même temps. Il y a comme quelque chose de naturel et de stimulant, donc je te remercie pour ça, parce que c'est aussi parce que t'es là, c'est surtout parce que t'es là. Du coup, voilà, ça me fait bien plaisir. Merci, je me sens honoré. Bah pareil, aujourd'hui on va échanger autour du thème passionnant de la conscience et des cartes que tu as trouvées pour explorer cette conscience. Lors de notre premier rendez-vous, tu as parlé de la conscience comme un contenant qui délimitait entre autres les limites de l'intelligence. Est-ce que tu veux bien nous faire un petit rappel là-dessus pour qu'on parte de là et qu'on élargisse ensuite? Oui, effectivement, partout où j'entends parler les gens ainsi que l'actualité, tous les récits qu'on entend sur le monde, finalement, se ramènent à une seule dimension, à savoir l'intelligence ou le manque d'intelligence du monde. L'intelligence collective, l'intelligence artificielle, quelle intelligence nous faudra-t-il pour affronter les grands défis du réchauffement climatique, de la complexité géopolitique, etc. On reste sur une seule dimension, donc d'évaluation des questions brûlantes auxquelles il nous faut faire face, et aussi des questions évolutionnaires. Ça veut dire il nous faudra forcément plus de carburant d'intelligence, quelque chose d'un peu de quantitatif, en tout cas abordé dans les récits collectifs. Et pour moi, ça fait la signature absolue que tout ça opère à l'intérieur d'un paradigme, d'un contenant de conscience. Et il me semble nécessaire, surtout si on veut traiter des questions d'évolution de notre espèce, et donc des évolutions que nous devons faire pour faire grandir nos récits,
faire grandir notre place psychique intérieure et extérieure, ça nous amène dans une autre dimension, à savoir celle de la conscience. Et la conscience, on peut la voir elle-même avec deux niveaux, ou deux dimensions elle-même, je veux dire. Il y en a une qu'on connaît assez bien et que les traditions spirituelles nous amènent depuis longtemps, à savoir la profondeur de la conscience. La profondeur, ça veut dire si tu te mets à méditer, si tu te mets à faire des pratiques particulières d'intériorisation par des substances, des psychotropes, des rituels, des techniques de souffle, des techniques de sexualité. Il y a mille et une façons, en tout cas, d'aller dans cette profondeur de la conscience. Et puis, il y a une étendue de la conscience, ce qu'on pourrait appeler l'étendue épistémique, par différenciation avec la profondeur ontique, ça veut dire l'ontologie, ça veut dire ce qui existe de manière non séparée, ça veut dire dans un univers bloc, dans quelque chose où le temps, l'espace, les distinctions n'existent plus, donc cette expérience d'extase absolument océanique qu'on peut trouver, donc là on va dans la profondeur, et il y a une étendue que j'appellerais épistémique, qui se fait dans qu'on peut voir dans la façon dont la conscience s'incarne et se manifeste. Et je vais parler plutôt de cette conscience-là, dont on parle assez peu, sur laquelle finalement les travaux ne remontent pas si longtemps que ça, parce que il a fallu l'approche, on va dire scientifique, et surtout de commencer à pouvoir analyser des grandes populations de personnes. Parce que comment on explore la conscience des gens, alors d'une personne individuelle, mais par rapport finalement à l'ensemble, ou bien d'une population entière, il faut interroger beaucoup de personnes et on les voit dans leurs récits, dans la façon dont elles se racontent à elles-mêmes, dans la façon dont elles racontent le monde, dont elles racontent leur vie. Voilà, toutes les formes de récits vont nous permettre de voir et de cartographier ce type de conscience plutôt dans son étendue. Et dans ce type de conscience-là, on peut y voir un contenant de l'intelligence. Ça veut dire que dans ce contenant, l'intelligence va opérer et on peut voir de très très grandes intelligences. À chaque fois que je vois des cartes de la conscience, il y en a beaucoup, tout comme on a des tas de façons de cartographier notre espace physique. On peut cartographier des sols, on peut cartographier des volumes, on peut cartographier un cadastre, des courbes de niveau, etc. Donc les cartes se superposent les unes les autres. Et il y a des cartes plus ou moins grandes, qui vont couvrir plus ou moins de surface. Eh bien, la conscience, on peut la voir aussi comme des cercles concentriques. Ça veut dire que chaque fois qu'une conscience grandit, donc le contenant de cette intelligence grandit, mais il contient toujours les parties d'avant. On dit que ça transcende et ça inclut. Ça veut dire, à chaque fois que ma conscience va grandir, et on pourra voir comment, eh bien, ça n'élimine pas mes consciences d'avant, mes strates de conscience d'avant, ça fait exactement comme des poupées russes ou comme une structure en oignon. Chaque nouveau volume de conscience, espace de conscience, inclut les précédents, mais en même temps m'amène dans une nouvelle réalité. Et dans cette réalité-là, dans ce contenant, effectivement, l'intelligence peut se déployer. Alors bien sûr, il faut de l'intelligence pour faire ces passages, parce que ces passages d'une conscience à une autre ne se font pas sans rupture, ne se font pas sans crise, ne se font pas sans peur, sans difficulté, sans effondrement. Je dis pas qu'il faut des catastrophes à chaque fois, mais enfin, en général, il y a quand même de vraies crises, on pourra revenir dessus. Mais voilà, il y a à chaque fois donc une nouvelle réalité qui va arriver. Donc, je nous invite vraiment dans notre réflexion ensemble à aborder ces deux dimensions, celle de l'intelligence bien sûr, dont nous avons besoin, notamment pour les transitions de conscience, mais celle de la conscience en tant que telle. Et je pense que quand on a intégré ces deux dimensions-là, conscience et intelligence, ça nous permet de beaucoup mieux comprendre les enjeux évolutionnaires. Parce que bien sûr que nous avons besoin de plus d'intelligence, individuelle et collective, toujours, on a toujours besoin de plus d'intelligence. Mais on a peut-être plus encore besoin de conscience, parce que l'intelligence, elle investira la conscience. Et ça, je trouve important maintenant de poser ça dans notre réflexion, parce que il s'agit pas simplement d'une réflexion, on va dire, académique, ou de s'amuser à faire des belles cartes. Une fois qu'on a compris ça, ça nous pose des vraies questions dans nos existences individuelles, mais ça nous pose des questions politiques
économiques, sociales, enfin technologiques, donc des choses extrêmement concrètes. On ne va pas concevoir des technologies ou des politiques de la même façon suivant qu'on se trouve dans une conscience ou une autre, parce qu'on n'a pas du tout la même vision du monde suivant qu'on se trouve dans un cercle de conscience ou dans un autre. Voilà un petit peu l'approche générale. Et bien entendu, ça me passionne. Ça me passionne à plus d'un titre. Ça me passionne du fait de mon histoire personnelle, de ma curiosité que j'ai toujours eue sur ce mystère de l'existence, ce mystère de la conscience, de l'existence incarnée. Et puis, ça me questionne aussi parce que je vois pas beaucoup de gens en parler. Alors bien sûr, il y a des gens qui font de la recherche sur ces sujets, et j'ai pas inventé grand-chose, j'ai rajouté ma petite pierre à l'édifice comme beaucoup de gens, mais comme tout le monde, je fonctionne sur les épaules des géants. Il y a eu des géants, plein de géants avant qui ont exploré ça, mais ça reste voilà encore très confidentiel, et je trouve qu'il faudrait qu'on puisse avancer là-dessus. Voilà un peu ma posture et les premiers mots que je peux dire. Ouais, il y a déjà beaucoup de choses dans ce que tu me partages, je te remercie beaucoup et je vais faire un petit crochet pour te parler à toi qui regarde cette vidéo. Moi, si j'étais toi, je prendrais un petit carnet déjà et je l'ouvrirais pour noter des choses au fur et à mesure de l'échange, dans le sens où c'est pas un hasard si je reçois Jean-François sur plusieurs fois, c'est parce qu'en fait, comme tu peux le constater, quand on discute d'un truc, et on a du mal à rester cadré sur un seul truc, puis ça touche tout en même temps. Donc dans la première réponse, on est déjà sur l'échange que j'ai prévu la prochaine fois. Et du coup, c'est assez intéressant de voir à quel point c'est large et tout se touche et tout est connecté. Il y a une sorte de rhizome dans ta façon de fonctionner qui est à la fois hyper stimulant et qui me donne à chaque fois un peu le tournis dans le sens où après je me dis mince, sur quoi j'embraye parce qu'en fait il y a trop de trucs qui se sont passés déjà. Donc c'est pour ça que je t'invite à prendre un petit carnet et à noter si jamais c'est ton élan. Hein. C'est juste histoire que ça puisse être possible. C'est pas une obligation. Autre chose, dans ta réponse, Jean-François, en fait, il y a quelque chose de l'ordre justement de la multidimensionnalité. C'est ça qui t'intéresse, c'est faire discuter les dimensions entre elles, j'ai l'impression. Et pour faire une espèce de contribution microscopique, j'ai fait une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut et qui est galvaudée et tout le tintouin, mais je me suis dit, si on voit l'intelligence comme un moteur et la conscience comme un véhicule, on peut se dire qu'un moteur de fusée qui va sur une trottinette, ça permet pas d'aller visiter les étoiles, donc c'est ça qui est dommage. Ce qui fait que, a priori, on va avoir quand même une sorte de correspondance entre le moteur dont on est pourvu et le niveau de conscience qui va nous intéresser, dans lequel on va se sentir bien. C'est ok pour toi, ça? Ah oui, tout à fait. J'aime beaucoup ta métaphore. Effectivement, on peut continuer, voilà, sur ce type de métaphore. Absolument. Ok. Il y a aussi quelque chose qui est passé pendant ta réponse, c'était le fait d'être... est-ce qu'on est obligé de faire une crise de conscience pour faire une prise de conscience? Mm. Ça me taraudait. Même au-delà de la formule, je veux dire. Mm. Après, il y a crise et crise, mais il faut quand même reconnaître que le passage dans une conscience plus vaste amène à un effondrement de tout le système psychique de représentation, et notamment des récits, hein, du récit singulier ou du récit collectif. On peut par exemple avoir vécu, grandi, opéré pendant un certain nombre d'années de sa vie dans le récit collectif, qui lui aussi a un cercle de conscience, ça veut dire il a un horizon, et puis il y a un au-delà de cet horizon qu'il ne voit pas, qu'il ne connaît pas, ou qu'il rejette, hein, mais en tout cas qui ne fait pas partie de son champ intérieur psychique collectif. Donc il y a un moment où une personne peut s'affranchir de ce récit collectif pour des raisons diverses et variées, parce que ça colle pas, parce que on la rejette, parce que ci ou ça, hein, peu importe. Et elle va vivre aussi un effondrement. Ça veut dire qu'elle doit reconstruire quelque chose, constituer une grande collection d'expériences premières, d'expériences psychiques, de vécu intérieur, de vécu extérieur, mais qui, pendant toute cette phase de transition, ou transition de phase, on devrait dire, eh bien, ne se construisent pas en récit. Et quand nous n'avons pas de récit, nous nous trouvons en crise. Nous avons besoin, on en avait parlé hein, la dernière fois, et je sais que tu l'as abordé aussi
dans certaines de tes interviews. Je pense en particulier avec Carlos Tinoco, notamment, sur la différence entre le récit singulier et le récit collectif. Mais voilà, il y a forcément un effondrement du récit. Quand il y a un effondrement du récit, il y a une dépression, en quelque sorte. Et je ne le dis pas au sens pathologique du terme, mais ce moment où il n'y a plus rien qui fonctionne, plus rien n'a de cohérence, plus rien n'a de sens en tant que tel, et ça fait extrêmement mal. Bon, alors, plus ou moins. Par exemple, je sais qu'il y a des moments où je vis ces effondrements, je passe une vraie crise, il faut que je m'arrête et que je laisse s'opérer des processus intérieurs sur lesquels la pensée analytique ne peut rien faire. La pensée analytique, finalement, elle assemble les choses, elle leur donne des cohérences. Mais il y a justement des espaces de conscience en dehors de la pensée qui doivent opérer pour qu'un nouveau récit, petit à petit, commence à se tisser. Je peux petit à petit en voir des fragments qui s'installent et puis de nouvelles pièces du puzzle qui se remettent en place. Donc, je pense que ça passe par des crises. Après, il y a des crises plus ou moins graves. Il y a des gens qui ne se remettent pas de crise, on va dire, qui peuvent aussi décider de mettre fin à leur existence dans ce genre de crise. Il y a des crises qui peuvent durer très longtemps, qui peuvent durer des années. Je peux penser en particulier au deuil, évidemment, parce qu'un deuil crée un effondrement. Je veux dire, les récits collectifs ont quand même du mal, et singuliers, ont quand même du mal, même si certains donnent des choses toutes faites et toutes préparées sur la question de la mort. Il s'avère malgré tout assez impuissant à empêcher le deuil et à faire que la personne tout de suite se sente prête à repartir avec un récit bien consolidé. Ça marche pas comme ça. Voilà, donc oui, je crois que ça fait partie des crises. Maintenant, comment vit-on ces crises intérieurement? Je crois que ça dépend de chaque personne. Ouais. Euh, Bah encore une fois, il y a plein de choses qui me traversent et je me dis avec le nombre de crises dont on nous parle en fait dans le monde dans lequel on vit actuellement, on vit une coexistence de conscience au pluriel, de niveau de conscience, on pourrait dire ça comme ça. Il y a énormément de niveaux de conscience qui sont en train d'exister en même temps, d'être poussés en même temps, avec plus ou moins de conscience en plus de ça par les personnes qui le font. Parce que des fois, on est dans un niveau de conscience sans le savoir. Il y a un truc comme ça. On peut habiter un niveau de conscience à l'aveugle un peu. Et du coup, il y a dans ces niveaux de conscience qui coexistent quelque chose de très favorable aux crises au pluriel que l'on vit actuellement. Donc du coup, on est chahuté par des émergences en fait finalement. Comment c'est pour toi un résumé de ce qu'on est en train de traverser d'une façon peut-être que j'ai jamais faite jusqu'à maintenant? Comment ça sonne ça? Bah déjà, pour moi, ça soulève une question, alors là, que je n'ai jamais entendu évoquer publiquement ou dans les médias, qu'on peut mettre sous l'égide de la neurodiversité, parce que, évidemment, alors neurodiversité, ça touche peut-être un petit peu plus aux questions des formes psychiques, mais il y a une corrélation entre, on va dire, les profils psychiques et la conscience investie par la personne. Donc, pour l'instant, à défaut d'un mot plus précis, je préfère rester sur ce terme de neurodiversité. Et donc, oui, il y a des gens, lorsqu'on se trouve à vivre ensemble, dans le vivre ensemble, dans sa propre famille, dans son boulot, dans la société, avec ses voisins, ses voisines, euh, voilà, il y a des types de conscience, des niveaux de conscience qui se télescopent, donc avec des récits évidemment qui ne collent pas, qui ne se rencontrent pas forcément ou partiellement. Et ça pose effectivement des vrais problèmes. Et je pense que ça doit faire partie justement de réflexions politiques, de réflexions sociologiques, de comment nous tissons des sociétés dans lesquelles il y a forcément de la neurodiversité, et comment justement il y a cette inclusivité de la neurodiversité. Pour l'instant, lorsqu'on regarde justement les cartes de la conscience, on s'aperçoit que la plupart des conflits qui existent, qu'il s'agisse de grands conflits géopolitiques ou du simple conflit entre de conjoints ou dans la famille, se jouent en fait essentiellement sur des niveaux de conscience, sans qu'on le voit. Alors là, je veux dire, on a finalement une sorte de guerre mondiale qui a lieu partout de façon distribuée sous nos yeux. Et quand je dis guerre mondiale, ça veut dire, oui, ça veut dire de la violence domestique, ça veut dire des guerres avec des bombes, etc., des dirigeants et dirigeantes qui envoient les autres, en général pas eux, mais qui envoient les autres se taper sur la gueule. Donc,
je trouve vraiment intéressant d'investir cette question parce que pour l'instant, il y a une totale cécité sur l'enjeu de la neurodiversité et donc l'enjeu de la diversité des récits qui vont avec cette neurodiversité. Alors que avec une réflexion, on peut vraiment, je pense, produire des choses très très intéressantes pour diminuer effectivement le taux de conflit et au contraire construire sur cette neurodiversité. Voilà. Maintenant, j'ai pas la solution ultime parce qu'on n'a jamais vécu dans des sociétés où la neurodiversité existe, d'autant que, et ça on le verra, les cartes de la conscience nous montrent que en dessous d'un certain niveau de conscience, tous les autres niveaux de conscience que celui dans lequel tu te trouves, tu les rejettes. Et tu les rejettes fortement. Et ça, peu importe les cartes de la conscience qu'on pourra voir, qu'on pourra décider de voir ensemble, qu'il s'agisse de spirales dynamiques ou d'autres, on voit que en dessous d'un certain niveau d'évolution de la conscience, et je le dis sans jugement de valeur, hein, tout comme on grandit en maturité, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir entre une personne qui a moins de maturité qu'une autre, il y a simplement un élément factuel, voilà. Eh bien, en dessous d'un certain niveau de conscience, les personnes qui se trouvent en dessous de ça, en général, rejettent tous les autres niveaux de conscience. Ça veut dire ceux qui se trouvent moins évolués ou plus évolués. Elle ne voit que son niveau de conscience comme un système référentiel et n'a pas encore la capacité de pouvoir intégrer dans son psychisme les autres, y compris le sien propre. Ça veut dire il y a des mécanismes de rejet intérieur, évidemment, de rejet intérieur de formes de conscience qu'on a pu avoir soi-même dans le passé, ou de formes de conscience qu'on sent frémir, hein, qu'on sent sourdre là de l'autre côté de la membrane, hein, de l'autre côté de ce mur qu'on n'a pas encore traversé, et qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose là qui se passe de l'autre côté, mais on se trouve aussi dans un rejet. Donc c'est ce rejet intérieur et ce rejet extérieur fonctionnent de la même façon. Ouais, c'est très intéressant. On touche à beaucoup de choses en même temps. En fait, euh, je vais témoigner ici en disant, j'ai déjà témoigné plusieurs fois, c'est un des trucs les plus euh, renversants que j'ai pu vivre de ma vie, c'est la fin d'une grille de lecture du monde qui laisse place à du vide dans un premier temps, la fin de notre première grille de lecture, c'est un des trucs les plus coûteux en énergie qui soit, puisque on n'a pas fait l'expérience qu'on en sortira vivant. Et puisque jusque-là, on avait l'impression d'avoir évolué, mais en fait, on avait évolué en confirmation de notre première grille de lecture. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est j'ai peaufiné ma façon d'habiter ma première grille de lecture jusqu'à épuisement. J'ai confirmé. Donc à chaque fois que je pensais faire de la remise en question, je faisais de la confirmation finalement. Donc ce qui est quand même loin d'être de la remise en question, c'est plutôt devenir de plus en plus épais au point de ne plus pouvoir tenir. Il y a plus d'espace pour soi, quoi. On s'enferme dans sa grille de lecture. Et je suis d'un naturel plutôt têtu, et donc du coup je suis allé jusqu'à la dernière goutte de cette première grille de lecture. J'ai essayé vraiment par tous les moyens possibles, et toute mon intelligence était au service du fait de la maintenir, pas de la transcender. C'est bien parce que j'ai pressé la dernière goutte que j'ai vécu l'effondrement en fait. Et le fait de vivre cet effondrement, c'est hyper intense. Et une fois qu'on a vécu notre premier effondrement, je crois qu'on peut accéder à une sorte de désirabilité de l'effondrement suivant. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Est-ce que toi, ça te parle, ça? Est-ce que toi aussi, tu as des expériences qui résonnent là-dessus? Si tu veux, il y a une sorte de méta-désirabilité parce que, bien sûr, j'ai toujours envie d'évoluer en tant que tel. Maintenant, le moment où il y a l'effondrement, et je peux en avoir eu 15 derrière moi, le moment, je veux dire, chaque effondrement représente littéralement une mort psychique, enfin un gouffre existentiel abyssal, donc extrêmement douloureux. Alors, je peux bien entendu voir la différence entre les fois où je vis des effondrements dans cette phase de ma vie. Je sais ce qui se passe. Je n'essaye pas de résoudre quelque chose. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut accepter, lâcher prise, mourir à soi-même, autoriser cette espèce d'angoisse, de souffrance psychique qui n'a même pas de nom,
parce que j'ai passé l'étape d'essayer de trouver une cause, en fait, parce qu'on peut toujours trouver une cause extérieure à cause d'un tel ou d'une telle ou de tel événement qui a pu m'arriver, ça a provoqué ça. Non, il y a juste un effondrement qui a besoin de se faire, parce que mon récit d'avant, je l'ai effectivement essoré jusqu'à la dernière goutte, et donc maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à attendre et faire confiance à l'alchimie intérieure. Et ça marche pour moi, parce qu'il y a eu des expériences passées. Mais les premiers effondrements que j'ai vécus, et je les ai eus très tôt dans ma vie, on les a tous d'ailleurs, hein, je veux dire, la petite enfance nous fait vivre des séquences d'effondrement et de reconstruction, à tel point d'ailleurs que la fonction d'oubli de l'enfance, je pense, elle sert à ça, elle nous protège un petit peu. La névrose nous protège des effondrements déjà naturels que l'on a en tant que petit enfant, d'une réalité qui s'effondre pour en construire une plus grande. Ça fait partie de l'évolution. Mais on va dire que la société va nous porter jusqu'à un certain niveau, naturellement, dans son niveau de conscience moyen, et après, on peut y rester, mais si on n'y reste plus, ben là, on se retrouve effectivement seul avec soi-même, et donc peut-être à gérer ces vraies premières crises, parce qu'il n'y a pas une matrice plus grande pour nous accueillir, il n'y a que nous, il n'y a que nous-mêmes. Et donc, ça, voilà. Mais le fait de le savoir, effectivement, ça change beaucoup de choses. Tu as dit aussi, pour ton témoignage, tu parlais vraiment de t'accrocher jusqu'à la dernière goutte. Et je crois que on le fait à peu près tous. Je peux pas garantir que dans ma prochaine crise, qui ne manquera pas d'arriver, elle n'arrivera pas une fois que j'aurai essoré le truc, tenter de m'accrocher jusqu'au dernier moment, je peux même pas le garantir. Mais je pense une chose aussi qu'on doit garder en tête maintenant, d'ailleurs, qui nous aideront à comprendre peut-être ce dont on parlera par la suite sur les cartes, lorsque le présent ne devient plus tenable. Donc le présent psychique, le présent matériel. On peut le voir aussi dans l'espace physique du monde, hein, par exemple, des gens qui vivent dans des zones de guerre, dans des zones de famine, etc. Donc ça devient insoutenable, ça devient intenable, il faut bouger. D'accord ? Donc la plupart du temps, le mouvement d'émigration, donc de partir vers un autre horizon, se fait parce qu'on n'a pas le choix. Et ça vaut bien entendu pour les espaces psychiques. Que fait-on quand on doit partir ? Première chose, on cherche la sécurité, puisqu'il n'y a plus de sécurité là où on se trouve. Eh bien, la sécurité, on la trouve pas quand on va dans l'inconnu. On la trouve quand on revient dans du connu. Et on assiste à quoi aujourd'hui dans le monde ? Eh bien, il y a un présent, un système intenable, et que font les gens aujourd'hui ? Ils reviennent vers des idéologies refuges, un bon vieux passé. Alors, soit au niveau collectif, donc on voit fleurir un peu partout des récits d'un bon vieux passé, d'une bonne vieille nation à laquelle il faut rendre sa splendeur, un empire, etc. Et on le voit fleurir un petit peu partout, y compris bien sûr dans notre propre pays, puisqu'on voit beaucoup de récits qui vont dans ce sens-là, de restaurer une grandeur originelle qui aurait existé. Mais on peut le faire ça aussi individuellement. Je peux vivre une crise et mon premier réflexe, puisque je dois quitter ce psychisme présent et ce récit présent, mon premier réflexe consistera peut-être à construire un récit d'un bon vieux passé. Ça allait mieux avant. Je vivais aussi dans une réalité, dans un monde d'avant où tout allait bien mieux. Et je m'invente à moi-même justement un mécanisme de régression, mécanisme donc qu'on peut voir individuellement, mais qu'on peut voir aussi collectivement. Là, on le voit un petit peu partout se produire. Et donc, lorsque un récit individuel ou collectif s'effondre, voilà, faut pas perdre de vue que la plupart des gens, et le réflexe naturel consiste à régresser. Et que seule une petite partie des gens, soit par nature, parce qu'ils ont une nature comme ça, ils ont une expérience faite pour ça, ils ont construit aussi une expérience pour ça, je pense que tu en fais partie, je pense que j'en fais partie aussi. Il y a une petite partie de gens qui, naturellement, ne vont pas régresser. Ils vont aller de l'avant, ils vont se jeter dans l'inconnu, ils vont se jeter dans le vide et engager un processus évolutionnaire de leur conscience, et bien entendu, puisque la conscience s'avère non locale, je veux dire aussi de la conscience collective. Mais à ce même moment, 95 ou 99% des gens vont, eux, entamer un mécanisme de régression
jusqu'à vivre des grosses crises et peut-être se dire un jour, mais non, la régression, elle marche pas plus. Et que donc, hop, une fois le mouvement de recul fait, il va falloir le saut vers l'avant s'avère inéluctable, mais quelque part peut-être défriché par les pionniers ou les pionnières de l'écosystème qui, eux, ont fait ce saut en avant, ce bond évolutionnaire avant les autres. Voilà. Je crois qu'il faut comprendre un petit peu cette dynamique et l'accueillir en tant que telle, parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Évidemment, ça fait mal de voir au niveau collectif, de voir ces mécanismes de repli sur des constructions, des récits complètement fantasmagoriques, donc de bons vieux passés, de bonne vieille grandeur qu'il nous faut reconstruire et récupérer. On sait que ça va nous mener à de nouvelles catastrophes, à des souffrances supplémentaires, mais apparemment, ça participe du processus. Et franchement, je ne sais pas comment le changer. Comment ça te parle tout ça? Énormément. Je me dis que si je me laisse aller, je vais te poser d'autres questions et qu'on n'évoquera jamais les cartes. Oui, bien sûr. Bah, j'aimerais bien justement alors me raisonner, tu vois, d'une certaine façon, et te poser la question, quelles sont les cartes que toi tu utilises et est-ce que tu es OK pour nous les partager et est-ce qu'il y a un ordre de prédilection dans lesquels elles sont judicieuses d'être présentées? Alors, ces cartes, je les ai tellement intégrées, mais comme on le fait pour toute personne qui a développé des compétences dans un sujet, on peut parler de la musique, on peut parler de la littérature, de ce qu'on veut, hein, de disciplines scientifiques, on a tellement internalisé ce qui cartographie la réalité qu'on investit qu'on ne pense même plus à ça. Donc ces cartes-là, je peux pas te dire, tiens, j'en ai une de prédilection plutôt que d'autres. En fait, elles vont s'activer en même temps parce qu'elles se superposent. Et donc, je vais pouvoir voir une personne ou un collectif de personnes, une culture, un récit, peu importe, et tout de suite voir sur quel, en même temps, je dirais, les superpositions de cartes dans lesquelles ils s'inscrivent. Voilà, parce que j'ai l'habitude, parce que j'ai acquis cette plasticité pour manipuler ces concepts, et je comprends évidemment que ça demande du temps avant que ça devienne un peu une pratique courante. Je veux, avant qu'on aille quand même dans ce sujet, poser quelques précautions oratoires, déjà, enfin plutôt conceptuelles. Déjà, bien sûr, rappeler que la carte ne constitue pas le territoire. Ça veut dire qu'il ne s'agit que de cartes. Et donc, comme toute carte, elles ont leur biais, leur parti pris. Elles vont mettre l'accent sur certaines choses plutôt que d'autres, mais elles ne remplaceront jamais le territoire. Les cartes, ça se peaufine. Les territoires, ça évolue aussi. Nos connaissances évoluent. Donc, je veux bien préciser cette chose-là. Ne confondons pas les cartes et le territoire. La deuxième chose, je vais parler de différents niveaux, comme s'il y avait des murs entre eux. Et là aussi, non, il y a des gradations. Ça se fait vraiment dans des transitions plus floues, même si quand on se trouve au centre d'un cercle et par rapport au centre d'un autre cercle, ça peut donner l'impression qu'il y a une séparation franche. Et la façon dont je vais le décrire, ça pourra sembler comme ça, mais gardons en tête qu'il y a une continuité. Et puis troisième chose aussi, peu importe la carte, ça devient vite une façon de juger les gens. Et il faut bien garder en tête qu'il n'y a aucun jugement de valeur à avoir suivant qu'une personne ou un groupe de personnes se trouve à tel ou tel endroit sur une carte. La notion d'évolution ne donne absolument pas un jugement de valeur. Ou sinon, il faudrait, je sais pas, éliminer les gens qui courent moins vite, ou les gens qui ont moins de force, ou les gens qui ont un QI moins élevé que d'autres, ou que sais-je, ou les gens qui savent moins s'exprimer que d'autres. Enfin, à ce moment-là, on rentre dans ces idéologies terribles et terrifiantes du capacitisme. Hein, ça veut dire donc d'allouer des droits en fonction des capacités. Et ça, alors, on doit le faire des fois. Attention, si j'ai pas de capacité en mathématiques, va peut-être pas me falloir me confier de la comptabilité ou un calcul de charge d'un pont. Évidemment, il y a des règles quand même. Mais j'entends dans les droits fondamentaux, ça veut dire les droits de liberté, de vie ou de mort qu'on peut avoir, les idéologies du capacitisme, évidemment, s'avèrent terrifiantes. Donc, ne voyons aucun jugement de valeur sur le positionnement qu'on peut avoir, soi ou les autres, sur une des cartes que je pourrais partager. Voilà, ça me semblait important déjà de
de poser ça. Moi, je te remercie pour ces points-là. C'est primordial de commencer par là. Bien vu. Alors, Est-ce que du coup, oui. tu veux nous citer ces cartes, justement? Je veux bien... Il y a peut-être une sorte d'ordre pour mieux comprendre, me semble-t-il, hein. Euh, Par exemple, commencer peut-être par la carte tout simplement de l'évolution de la complexité, la corrélation entre la complexité et la conscience. Celle-là, elle s'avère très simple, mais elle permet déjà de comprendre à l'échelle de l'évolution cosmique qu'il y a aussi différents passages. Ensuite, en deuxième, j'aime bien parler de la carte des cercles de considération. Parce qu'on peut tout de suite la rapporter à sa propre expérience et voir donc comment elle fonctionne. Après, en 3, on peut aller justement dans la spirale dynamique, là qui nous parle des cartes des systèmes de valeurs qu'on peut avoir, hein, assez proche quelque part de la carte des cercles de considération. Enfin, de toute façon, elles se repositionnent toutes. Après, il y a d'autres cartes, parfois simples, mais il y a beaucoup de choses à dire, comme le pré-rationnel, rationnel, transrationnel, comme l'imperspectivisme, le perspectivisme, la perspectivisme. Et puis après, d'autres cartes peut-être plus fines, plus subtiles, plus spéculatives aussi, parce que pour l'instant, il s'agit de work in progress, hein, vraiment. Voilà. On va pas toutes les faire, j'imagine, sinon on va faire, enfin, comme tu On veux. va voir, on va voir jusqu'où on On va va. voir. Et voilà un petit peu déjà euh, Hmm. ce petit ce petit sandwich de cartes, cette superposition de cartes. On peut vraiment les voir comme des calques, hein, qu'on peut superposer. Et selon ce dont on veut parler, l'une ou l'autre s'avérera plus intéressante parce que certaines vont parler plus de la façon dont on recrute le psychisme ou l'intelligence ou les systèmes de valeurs ou les cercles de considération, ou la façon de percevoir le monde. Donc là, vraiment, la perspective du monde, etc. Voilà, ça dépend de ce qu'on veut utiliser. Alors, je te laisse décider. Il y a un menu chinois, Bah, tu choisis dessus. euh, j'avais écrit des trucs que je vais te partager avant de Ouais. commencer cette exploration. On ira jusqu'où on a envie d'aller. Moi, vraiment, j'ai pas de limite là-dessus, dans le sens où j'ai pas de timing aujourd'hui. Alors, allons-y. Euh, Il y a quelque chose qui me vient en t'écoutant, c'est qu'en fait, tu vas te servir de ces cartes non pas pour te protéger, mais pour rejoindre. Ça va, ça? Je saurais pas dire. Bonne question, ça. J'ai jamais exploré la question comme ça. Parce que euh, pour moi, je me fous un peu de savoir où je me trouve sur une carte parce que justement, j'ai pas de jugement de valeur. Je veux dire, je peux me sentir. Alors en plus, ça fluctue. Il y a des moments sur certaines situations, je vais me voir plus sur un niveau d'une carte plutôt qu'une autre, par exemple. Ça fluctue, hein. Donc je vais en parler un petit peu comme de centres de gravité généraux, mais il faut savoir qu'il y a il y a beaucoup de nuances. Et puis il y a des aspects de la personnalité qui à certains moments peuvent se trouver à un certain niveau, et puis d'autres à d'autres. Donc il faudra toujours nuancer, hein. Il y a toujours plus de complexité que ce que je pourrais dire dans les simplifications que je vais faire. Mais me concernant, je peux, je sais que de toute façon, je ne vois pas les cercles d'après. Je ne peux les voir qu'après, une fois que je les aurai investis. Donc, je dirais que non, ma seule précaution, je dirais, consiste à le savoir. Ça veut dire de ne pas me sentir dupe et de ne pas me dire que voilà, j'ai atteint la vision ultime de la réalité. J'ai le récit qui a tout collé, là, il y a tous les petits morceaux, il n'y a pas de trou. Même s'il n'y a pas de trou, il y a un horizon plus large que le puzzle que je viens de faire. Donc même si les pièces ont l'air de tenir ensemble, il y a un moment, il va falloir de toute façon de nouveau tout mélanger et puis reconstruire un puzzle plus grand. Voilà. Donc au moins ça me suffit. Et puis ça m'amènera dans les prochaines évolutions, dans les prochaines crises, certainement à peaufiner peut-être la carte précédente dans laquelle je me trouvais, parce que je me rendais pas compte, comme le poisson dans son aquarium ou dans son océan, je préfère dire ça plutôt qu'un aquarium. Voilà un petit peu comment je le vis. Hmm. Euh,
Plusieurs choses. Donc je vais reformuler ce que je te disais juste avant. Je pense Ouais. que c'est pour dire, on peut être tenté d'apprendre des cartes pour se protéger des autres en les comprenant. Ce qui est une construction que je connais bien, puisque c'est à peu près comme ça que je me suis construit en me sentant tout seul. Du coup, j'ai essayé d'analyser la réalité qui m'entourait, non pas par plaisir, mais par nécessité de ne plus être rejeté par cette réalité que je comprenais peu. Donc du coup, les premières cartes ou les premières analyses, les premières grilles de lecture, d'analyse de mon contexte, de mon environnement, étaient bien là pour me protéger Je comprends, ouais. des autres. Donc, ce que je me disais, c'est dans l'idée où tu disais, on va pas assigner les gens à quelque chose de plus ou moins dans des jugements de valeur avec c'est mieux, c'est moins bien, etc. Je me disais que les cartes que tu vas évoquer, elles te servent à rejoindre les autres là où ils se situent, puisque la plupart du temps, puisque tu peux comprendre que ce que tu as déjà intégré, bah si tu peux identifier l'endroit où se trouve une personne, c'est bien que tu peux y aller. Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Ça me donne un processus psychique intégratif. Ça me montre une réalité du monde. Quand on a les cartes, on voit le monde, puisqu'on peut pas, on se trouve pas présent en plusieurs endroits, mais on arrive à voir le monde en plusieurs endroits à la fois avec une carte. En tout cas, ça crée justement l'espace psychique. Si je regarde une carte papier ou un Google Maps, je peux finalement, d'une certaine façon, de façon psychique, investir par la carte, me dire, tiens, il y a d'autres endroits, il y a d'autres cultures, il y a d'autres choses, elles font partie de la réalité, même si je ne me trouve pas moi-même dans cette réalité, je ne me trouve pas au Kazakhstan en ce moment, je ne me trouve pas dans le Missouri ou dans l'Amazonie, et pourtant je sais que ça existe, et je sais qu'il y a des peuples différents de moi, donc ça m'aide beaucoup plus effectivement à inclure, et aussi, j'ai pas honte de le dire, à me protéger, parce que il y a forcément des espaces de conscience dans lesquels des gens se trouvent, euh, qui font que ils ne me comprendront pas. Moi, il y a des chances pour que je les comprenne. J'entends s'il s'agit de cartes que moi j'ai déjà investies, tout comme il y a certainement des gens que je croise et qui me voient comme un petit gatito qui a encore besoin de grandir et qui auront peut-être aussi vis-à-vis de moi cette même réaction. Ça veut dire pas de rejeter, mais ça veut dire en tout cas de mesurer la relation. Donc je peux dire, en plus avec maintenant ces outils conceptuels bon, que j'ai intégrés depuis longtemps, je peux dire, ben voilà, cette personne, je vois tout de suite dans quel paradigme elle fonctionne, comment elle voit le monde, dans quel espace de la carte elle se situe. Elle existe, elle a le droit d'exister, elle fait partie du monde, et en même temps, non, je ne vais pas passer ma vie avec cette personne. Je vais décider du type d'interaction, du temps que je vais passer ou de ce que je vais faire avec cette personne. Je vais aussi mesurer ce que je vais pouvoir lui dire en sachant que si je me trouve dans un cercle plus grand de conscience, il y a des tas de choses, si je les lui dis, elle ne les comprendra pas. Ça n'entre pas dans son espace psychique. Il n'y a rien de condescendant à ça, il n'y a rien de pédant, pas plus qu'on se sent pédant ou condescendant quand on a un enfant. Un enfant, il a une réalité psychique qui n'a pas encore atteint celle de l'adulte. On le prend pas de haut. Si on a en tout cas un psychisme à peu près normal, on ne lui fait pas de mal, on le maltraite pas. Il y en a qui le font malheureusement. Mais voilà, si on a une relation normale, on sait qu'il y a des différences, y compris des différences d'évolution. Et oui, je l'assume pleinement, ça me sert aussi à me protéger et peut-être aussi à protéger les personnes en dosant l'interaction que je vais avoir avec elles. J'ai pas honte de le dire. Je sais pas Ok. comment ça te dit, toi. Eh ben merci pour cette réponse parce que justement c'est un mix. Du coup c'est intéressant parce que c'est contrasté. C'est pas unilatéralement quelque chose qui vise à être juste intégratif. Il y a aussi une notion de protection qui m'intéresse aussi. Et du coup, c'est intéressant de voir que c'est sur plusieurs niveaux en même temps. Étonnant, non? Euh, Du coup, bon, on va commencer à les évoquer ces cartes parce que là, on a un teasing. J'ai encore des questions que je te poserai pas parce que sinon on commencera jamais. Du coup, je voudrais bien que tu commences par la première que tu as évoquée. Alors moi, je sais que
une de celles qui m'intéresse le plus particulièrement, et ça faisait longtemps que je voulais l'aborder sur la chaîne, c'est celle de la spirale dynamique, parce que vraiment ça Hmm. constitue pour moi quelque chose qui m'a vraiment permis de comprendre des choses que j'arrivais pas à identifier auparavant. Donc ça m'a vraiment aidé et on en discutera après. Mais donc la première carte que tu as évoquée, dont je ne me souviens plus le nom, et j'aimerais qu'à chaque carte, si jamais c'est possible pour toi, on rejoigne la notion d'altérité pour voir comment ça sonne avec l'altérité, ça. Ça va? Tu peux préciser ta question sur l'altérité? C'est un des thèmes qui m'intéresse le plus, et donc c'est le fait est-ce que dans les différentes cartes, on a une appréhension de la conscience de l'altérité qui est la nôtre dans les niveaux que tu vas, ou dans les cartes que tu vas évoquer. Est-ce que ça permet d'apprécier notre ouverture à l'altérité, notre permission de contacter l'autre dans son autreté, j'ai envie de dire. D'accord. Euh, Tu vois? Et parce que ça fait partie des choses qui sont, je crois, les plus difficiles pour moi, et donc du coup c'est purement Hmm. égoïste comme axe. Mais D'accord. si ça m'intéresse pas, ça va pas être vivant. Alors ça dépend des cartes. Il y en a certaines qui ne s'intéressent pas directement à l'altérité, elles vont aller chercher d'autres choses. Par exemple, un perspectiviste à perspectiviste, ça touche à autre chose, même si bien sûr ça a toujours des conséquences, on retrouve tout dans tout, puisque ça se superpose. Hein. Mais je dirais les deux qui touchent vraiment à la question de l'altérité, tu as celle des cercles de considération et la spirale dynamique. Je dirais que ça reste les deux qui vont nous parler le plus sur ce sujet. Moi, je te propose de déjà très vite de passer en revue la grande carte, on va dire, cosmique. Euh, Ça va aller assez vite. Et après, ouais, je pense plutôt commencer par celle des cercles de considération. Ça renforcera encore mieux celle de la spirale dynamique, me semble-t-il. Et si tu veux, après, pour intégrer, j'ai plein de dessins, de charts, de diapos. Et si ça peut aider, je les mets à disposition, bien entendu. Voilà, Trop chouette. ça Eh ben pourrait aider. allons-y. Ok. Alors, déjà pour comprendre, parce que tout ça nous amène dans une question évolutionnaire. Bon, donc ça veut dire quoi l'évolution? Et on peut en parler de plein de façons. Bien entendu, on nous a toujours parlé de l'évolution biologique. Il y a eu avant des bactéries, il y avait que ça. Il y a eu des dinosaures, etc. Maintenant, il y a des humains. Entre-temps, il y a eu les mammifères, et puis il y a eu les végétaux, etc. Bon, donc, il y a toute une explosion, on va dire, de niveaux de complexité qui se font. Et la progression temporelle semble effectivement celle des niveaux de complexité. Donc, tout a commencé par ce qu'on appelle la physiosphère, le monde physique, hein, Big Bang, et puis constitution des particules élémentaires qui font ensuite des atomes, qui font des molécules, qui font les systèmes solaires, les galaxies, etc., et puis les planètes, et puis notre petite planète, et puis le monde minéral, géologique, que l'on connaît, avec des disciplines qui explorent ça, comme la physique, la géologie, la physique des particules, la physique atomique, la chimie, etc., mais qui explorent le monde inerte. Hein, et qui, évidemment, à chaque fois, a ses lois. Et on voit déjà que ça fonctionne par combinaison, parce que les particules élémentaires se combinant vont faire les atomes, qui en se combinant vont faire les molécules simples, qui en se combinant vont faire des molécules complexes, et ainsi de suite. Donc, on voit des assemblages de micro-Lego qui font des Lego, qui font des bouts de Lego plus grands, et ainsi de suite. On appelle ça des holarchies, et on en avait un peu parlé la dernière fois. Quand il arrive un moment où ça se complexifie tellement, les molécules deviennent tellement complexes qu'on commence à basculer dans la biosphère, donc deuxième cercle, où la vie commence à apparaître. Les lois de la physique restent les mêmes. La gravité s'applique autant sur une bactérie qu'un chien qu'une pierre, mais dans le vivant, de nouvelles lois commencent à apparaître. On ne peut pas se servir des lois de la physique quantique ou des lois newtoniennes pour comprendre la biologie ou pour comprendre simplement les 5 secondes, les 5 premières secondes de ce que va faire un chien ou une tortue ou même une bactérie. Donc il y a d'autres lois qui s'appliquent, voilà, celle de la biologie moléculaire, celle de la biologie cellulaire, celle de la physiologie, ainsi de suite, donc dans le vivant, et puis chez les humains, la médecine, etc. Et puis ces corps-là ont commencé à se complexifier, et puis même à faire des sociétés de corps,
et certains n'obéissant plus simplement aux lois de la biologie, j'entends de se nourrir, de se reproduire, de combattre les dangers, de maintenir son autopoïèse, hein, son état initial, pour passer dans une troisième sphère qu'on appelle la noosphère. Hein, ça veut dire vraiment la sphère de l'esprit, de la conscience. Moi, j'aime parler en fait de la sphère du symbolique. Ça veut dire on va voir l'apparition de cultures, hein, chez bien sûr de nombreuses espèces non humaines, ça veut dire qui ont des langages, qui éduquent leurs petits, qui ont des codes sociaux, qui se transmettent des choses de génération en génération, et bien entendu aussi qui se transmettent des connaissances d'un individu à un autre. Et ça s'appelle des cultures. Alors, pour qu'il y ait culture, il faut forcément qu'il y ait des langages. Et de nombreuses espèces, bien entendu, ont des langages et donc ont des cultures. Et cela nous amène bien sûr aussi à la conscience de soi, ça veut dire l'apparition d'êtres sentients, donc qui ont un sens à la première personne, j'existe en tant que tel, en tant que donc séparé des autres, il y en a d'autres, là ça nous amène dans le tu, donc j'existe le je, il y a les autres, de ma propre espèce ou d'ailleurs, le tu, et il y a une réalité, un ça, un it en anglais, une troisième personne du monde dans laquelle j'existe, et le tout dans une temporalité. Et suivant le degré d'évolution de ces espèces et de ces individus dans cette noosphère, on va voir que le degré d'individu se trouve beaucoup plus sur, bien sûr, bon, la complexité des systèmes sociaux, la complexité des récits et la façon d'investir le temps. Il y a des espèces qui investissent le temps sur des périodes très courtes, genre les 10 premières minutes, d'autres sur les saisons, hein, et puis d'autres sur des décennies, des générations comme la nôtre. Par exemple, nous avons la capacité de décrire, de socialiser, d'investir, de coordonner nos efforts, nos actions dans des temporalités extrêmement longues, parce que nous avons développé justement des outils d'abstraction qui le permettent. Et on se trouve encore très loin du compte, il y a encore énormément de marge de progrès à faire, mais on pourrait y revenir. Et puis, il y a un au-delà de la noosphère qu'on pourrait appeler la théosphère, théos au sens de Dieu, on va dire plutôt spirituel, je préfère ce sens-là. Ça veut dire qu'il y a plus simplement la culture qui va me guider, mais vraiment l'investissement de la conscience réflexive, où là, l'expérience océanique de connexion au grand tout, de l'union au grand tout, devient tellement importante qu'elle devient même prépondérante et elle se met à guider. Tout comme la noosphère guide la biosphère, ça veut dire je ne vais plus simplement agir suivant mes besoins biologiques, de reproduction, de bouffer, etc. La culture va beaucoup sophistiquer mes mouvements et ne pas me faire réagir simplement sur un plan biologique. Eh bien, la théosphère fait la même chose vis-à-vis de la noosphère. Hein. Donc, je trouve intéressant de voir qu'il y a une corrélation, déjà dans le temps, entre la complexité combinatoire qui a lieu, ce qu'on appelle des holarchies, et plus ces holarchies, ces niveaux augmentent, plus donc la profondeur de la complexité augmente, plus le potentiel de conscience augmente, et cette complexité, on voit bien une corrélation, voilà, entre la complexité et le potentiel de conscience. Ça ne veut pas dire qu'il y a conscience systématiquement. On peut voir par exemple la complexité d'un cerveau d'un mammifère, humain, dauphin, grand singe, etc. Ça ne veut pas dire que l'individu en tant que tel va développer une conscience extraordinaire. Après, il y a les variations, évidemment, d'individus aux autres. Donc, je préfère parler de potentiel de conscience. Voilà, déjà, cette carte-là, je pense qu'elle sert un petit peu de socle pour dire qu'il y a quand même un mécanisme évolutionnaire de la conscience qu'on peut corréler avec la complexité des systèmes vivants, donc au niveau d'un corps individuel, ou au niveau d'une société, ou au niveau d'un écosystème. Plus il y a de complexité, plus il y a de langage, plus il y a aussi d'énergie à dépenser. Il faut voir aussi la relation entre l'énergie et la conscience et l'intelligence d'un système. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur celle-là, mais il me semble important de garder en tête ce lien entre conscience et complexité. Ce qui pourra nous amener peut-être dans
des débats plus tard, des échanges plus tard sur, bah tiens, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ça veut dire quoi? Ces nouveaux niveaux de complexité qui émergent, comment la conscience va évoluer? Ben oui, mais justement, si on voit la corrélation avec la complexité, donc comment la complexité va-t-elle évoluer et ainsi de suite. Donc ça nous amène, on peut mettre ça en question plus tard. Voilà, pour celui-là, je m'arrête là déjà à savoir ce que ça te dit, si ça soulève des questions, des réflexions de ta part. Bah déjà, je te remercie pour commencer. En prie. Euh, et du coup, bah, c'est en rencontrant ton travail que j'ai eu l'évocation rapide, du coup, par les contenus qu'il y a sur ta chaîne de cette carte-là, que j'ai pas encore bien intégré pour le coup, qui est assez simple, mais que je ne saurais pas encore tout à fait manier, mais je pense que ça viendra assez rapidement. Justement, c'est pour ça que je disais qu'il fallait prendre un petit carnet, donc on récapitule. On a la physiosphère, la biosphère, la noosphère et la théosphère, qui sont donc holarchiques, à savoir chaque niveau comprend le précédent et le transcende également. Exactement. Euh, on est là-dessus, et donc ça permet d'avoir effectivement une lecture, une carte assez avec des grosses tranches de comment la conscience à un moment donné s'offre à elle-même l'expérience de la conscience. Il y a un truc comme ça, non? Il y a un moment où ça passe de l'un à l'autre, et en même temps, comme tu le disais précédemment, on a l'impression qu'il y a un moment où tac, et en même temps, on saurait pas le situer ce moment-là. C'est cet endroit-là où la conscience se révèle à elle-même et se donne l'expérience d'être d'une certaine façon. Oui, ça reste sujet à débat. Et encore une fois, tu vois, là, j'ai parlé de grandes catégories, mais il faut voir un continuum. On pourrait débattre jusqu'à la fin des temps de savoir si une bactérie ou un virus a une conscience, lequel fait partie de la chimie complexe versus la vie. Je pense que quand on a, si on se dit que la conscience, en fait, déjà, elle existe, en fait, elle s'avère constitutive de la nature de tout, qu'il s'agit, on va dire, de l'élément ontologique absolu, eh bien, il y a certainement des niveaux de conscience dans une relation de covalence entre deux atomes, à leur niveau. Et que plus ça évolue, plus on va voir des incarnations, des manifestations ou des manifestés de conscience évoluer jusqu'à des stades, effectivement, tiens, il y a un début de conscience réflexive, là, ça veut dire d'un sens de soi, alors qu'avant, il y avait éventuellement de la sensibilité ou de la sensation. On peut aller d'abord des organismes qui ont des sensations, tiens, il faut bouffer, il faut capter de l'énergie, il faut se protéger, etc. Donc, ils ont développé des organes de sensation qui permettent déjà de leur donner une homéostasie importante et une résilience importante, mais ça a continué par strates successives jusqu'à notamment pouvoir l'entrée dans la noosphère, elle dit vraiment, elle dote les sujets de la capacité de vivre des états psychiques en dehors du temps présent. Il pourrait se passer ça dans le futur, ou il y a eu ça dans le passé. Le passé me donne une expérience et nous donne une expérience communicable. Et de ce passé, nous pouvons construire des mémoires, des récits et donc des expériences. Et donc des visions du monde, mais y compris chez les non-humains. Je veux dire, les félins ont une vision du monde à eux. Ils ont des expériences qu'ils se partagent. Les cétacés aussi, les oiseaux aussi, et ainsi de suite. Donc, mais à des degrés divers, évidemment. Donc, une mémoire du passé et une capacité d'anticiper un certain futur. Alors, il n'y a pas la même vision du futur dans un clan de lions qui a maintenant besoin de bouffer, qui va devoir organiser sa chasse, versus un groupe de cétacés qui fait des longues migrations, qui va se retrouver dans des zones de reproduction, dans d'autres zones pour aller plus au chaud, se nourrir ou ainsi de suite. Donc on a des temporalités différentes selon les espèces, mais elles ont toutes en commun d'avoir investi le temps. Ça veut dire qu'on a dépassé la sensation, il y a un sens de soi, voilà, et des autres, et d'une réalité. Ça se passe dans la noosphère. Et on voit évidemment que là aussi, il y a des gradations. Je pense que nous représentons l'espèce qui a le plus investi la noosphère et qui a investi aussi, bien entendu, pour certains, la théosphère. Voilà.
Ouais, ce rapport au temps, il est fondamental. En vérité, je crois que c'est aussi une clé que tu peux donner aux personnes qui regardent cette vidéo. Toi qui regardes cette vidéo, en fait, ton rapport au temps, qui est multiple, hein, j'imagine. C'est-à-dire que, évidemment, selon les sujets, tu vas pas être en réflexion de la même façon, tu n'auras pas un horizon réflexif ou projectif de la même taille, mais n'empêche que ça peut donner un ordre d'idée du niveau de conscience auquel tu es, selon les sujets. Et ça peut être intéressant de voir ça comme ça. Je crois que, en tout cas, moi, quand j'ai été formé aux bases de la spirale dynamique, je me prétends pas un spécialiste, simplement quelqu'un que ça passionne, c'est tout. Euh, il y avait l'horizon projectif temporel qui était lié à chaque niveau, avec vraiment des grandes différences selon les niveaux et des fois justement des fluctuations, c'est-à-dire que c'est pas que du temps de plus en plus long, pas du tout. C'est des perceptions du temps qui sont différentes parce que les objectifs poursuivis, enfin on sait plus la poule ou l'œuf évidemment, les objectifs poursuivis donnent un horizon de pensée et l'horizon de pensée donne des objectifs et donc si jamais on reste coincé dans un niveau, j'ai l'impression qu'on a toujours la même durée de projection. Euh, du coup, le fait de naviguer, ça permet d'investir différentes temporalités. Comment ça sonne pour toi, ça? Ah ben, plus on creuse le sujet, plus on fait cette découverte vertigineuse de voir combien le temps s'avère consubstantiel de la conscience. Euh, et là, on retrouve ces deux dimensions dont je parlais de la conscience. Il y a une profondeur du temps. Je peux passer ces 10 prochaines minutes en méditant et aller dans une profondeur, une qualité, une texture du temps incommensurable. Et il n'y aura eu que 10 minutes. Mais je peux aussi passer 10 minutes à m'emmerder sur un arrêt de bus, il fait froid, je trouve ça incroyablement long et je souffre tous les martyrs tellement j'ai l'impression, je me sens impatient, ça tient pas, etc. Donc ces mêmes 10 minutes, je peux les investir dans leur profondeur de façon tout à fait différente. Et il y a aussi justement l'étendue de la conscience, ça veut dire quelle temporalité ai-je la capacité d'investir. Et ça va se retrouver aussi dans mes récits. Euh, Si je me trouve dans un récit de gang, par exemple, où eh bien les temporalités vont se trouver à court terme, quoi. Je veux dire, il faut aller peut-être en fumer deux du gang d'à côté, faut se préparer pour telle ou telle transaction de cam ou que sais-je, de trafic, etc. Pour après-demain. Enfin voilà, ça se joue dans des temporalités, y compris des existences individuelles assez courtes. Hein. On se trouve pas la même chose que des gens qui étudient l'univers ou les mathématiques, qui là aussi nous donnent des atemporalités. Je veux dire, le nombre pi ou la constante de Planck n'a pas de temporalité. Et ça nous amène alors là aussi dans des vertiges absolument incroyables. Donc on retrouve ces deux dimensions de profondeur et d'étendue. Notons que dans la conscience, le centre de gravité des niveaux de conscience des sociétés actuelles, qui ont des potentiels d'évolution énormes, mais qui se trouvent là où elles se trouvent. Nous abordons le temps, nous avons un vocabulaire du temps extrêmement pauvre, puisque nous en parlons essentiellement de façon quantitative. Hein. Combien de temps te reste-t-il à vivre? Tiens, tu as un capital. Le temps, c'est de l'argent, dit le proverbe. Donc il y a ce lien conceptuel mis entre le temps et l'argent déjà, permutabilité, pardon, et surtout une pauvreté ontologique du temps qui parfois me terrifie. Et justement, ça nous amènera, là, on peut y aller maintenant ou on peut y aller plus tard, mais pour moi, les grands pas évolutionnaires qui doivent se produire vont se jouer exactement sur les temporalités. Comment nous vivons le temps et dans sa profondeur et comment nous socialisons cette expérience, nous pouvons la partager et la vivre, pas simplement tiens moi sur mon arrêt de bus j'ai passé 10 minutes extraordinaires parce que je vais au fond de moi et j'ai développé cette faculté. Ok, mais comment on communique ça, comment ça devient une pratique sociale et qui nous fait tous évoluer, et aussi donc l'étendue du temps, ça veut dire comment arrivons-nous à investir des étendues de temps très élastiques suivant ce que nous avons besoin de partager comme expérience. On a des grandes questions là-dessus parce que le vocabulaire que nous utilisons, donc déjà nous parle d'un temps linéaire, nous parle d'un temps granulaire, donc quantitatif,
et en plus dans un vocabulaire de causalité. Ça veut dire qu'ils ont des séquencements d'événements, avec en plus dedans, pour la plupart des cultures, en particulier la culture occidentale, une logique aristotélicienne. Donc les lois booléennes, ça veut dire il y a ça ou il y a ça, il y a l'un ou l'autre, etc. Il n'y a pas les deux à la fois. Bref, on se trouve extrêmement désarmé dans justement nos structures noosphériques, là où nous avons besoin maintenant d'investir le temps et d'aller chercher des substances, des profondeurs, des textures que le langage collectif commun n'a pas encore permis d'investir. Là, on a des gros enjeux évolutionnaires. Et à se demander si les IA ne vont pas investir cet espace-là. Bon, là, alors là, je lâche une petite bobinette. je peux pas m'empêcher d'avoir aussi des petites pensées pour Gaëtan quand je t'entends à des moments où je sais qu'il doit frémir là, de prendre la parole et de t'interroger sur le temps et sur les intelligences artificielles. Je te laisse ça, Gaëtan. Et puis je fais une bande-annonce pour notre prochain échange que j'ai décidé d'orienter. Alors pour l'instant c'est ça, après ça peut peut-être bouger, mais sur justement les architectures invisibles et les récits. Les mises en récit, et du coup je me suis dit que ça serait bien d'échanger spécifiquement là-dessus, ce qui fait que là on rentre dans l'architecture invisible, c'est-à-dire que le temps, la façon qu'on va avoir de communiquer entre nous et d'habiter et d'interagir avec cette notion, ce concept du temps, plus ça va être riche, plus ça va être précis, plus on va pouvoir je sais pas comment dire, mais y aller ensemble, d'une certaine façon, habiter ces dimensions-là avec la conscience justement allumée et non pas en totale inconscience ou avec un frémissement de je sens qu'il y a quelque chose mais je peux pas l'exprimer parce que je sais pas ce que c'est. Donc on rentre dans les architectures invisibles, on peut pas encore visiter le temps comme tu voudrais, c'est ça que j'entends moi. Il y a de la frustration et puis il y a de la gourmandise aussi. Oui, je crois qu'on se trouve un petit peu comme certainement les, les homos qui ont précédé l'Homo sapiens, en tout cas, qui parlaient quand on a commencé à faire des sons qui voulaient exprimer quelque chose d'autre que le temps présent, qu'un danger, qu'une opportunité, mais qui doit exprimer un concept, une situation psychique, et on sent que ça a envie de sortir, mais on ne sait pas encore comment. Je me sens un peu comme ça. Il y a quelque chose qui a envie d'évoluer, et je le sens au fond de moi. Je sens, par exemple, le fait de vivre une réalité psychique très nourrie par les synchronicités, et donc là qui échappe à la dialectique du temps linéaire ou des causalités, donc des causes et des effets qui font partie de la culture générale et des langues que nous parlons. Donc parlant les langues que j'ai dû apprendre, je me sens psychiquement désarmé pour exprimer de façon correcte, autre que par la métaphore, la poésie, ou etc., ce que l'art permet de faire, bien entendu, hein. Mais je me sens psychiquement désarmé pour exprimer des réalités de temporalité psychique intérieure, mais non socialisables. Voilà. Sauf à avoir une conversation assez ampoulée, assez pointue, ensemble, et ça va prendre du temps, il va falloir préciser, il va falloir utiliser des métaphores, etc. Voilà, ça vient pas comme ça, quoi, tu vois. Voilà un peu la frustration. Ouais. Bah, je sens, ouais, la frustration, ça a ça d'excitant, c'est que c'est justement du potentiel en devenir. Donc c'est des explorations pas encore faites. Et là-dedans, il y a quelque chose d'excitant, je trouve. Ah, totalement, ouais.